Un frisson glacé dans le dos, une angoisse qui serre le cœur dès les premières lignes et ne lâche plus. Que ce soit en livre audio ou sur une vieille édition papier usée, cette œuvre dévore littéralement l'âme. C'est Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. C'est une exploration brutale et vertigineuse de l'obsession humaine, du désir inavouable et de la fatalité. C'est oppressant. Et au centre, on a Claude Frollo, un archidiacre de marbre au savoir immense. On atterrit directement dans le chaos, sous une pluie de feu et de plomb fondu hurlant depuis les gargouilles d'une cathédrale assiégée dans la nuit. Un saint homme, censé incarner la pureté et protéger les faibles, prêt à damner la terre entière et à tuer par amour pur. C'est à peine croyable d'imaginer une telle noirceur, n'est-ce pas? Toute une ville s'embrase, la justice devient une farce macabre et la vie d'une innocente ne tient plus qu'aux caprices d'un monstre. Mais pour comprendre comment on arrive à un tel niveau de destruction, il faut vraiment commencer par effacer complètement l'image romantique qu'on pourrait avoir en tête quand on ouvre ce récit. Ah bah complètement, oubliez la ville lumière, oubliez les grands boulevards ou les petits cafés pittoresques. C'est pas du tout ça. L'immersion, elle est totale, presque agressive. On est projeté en plein cœur de l'année 1482. C'est un monde étouffant, c'est une capitale qui grouille, qui hurle, qui sent la crasse, la maladie, la sueur. La misère dicte absolument tout. Les rues, c'est des labyrinthes obscurs, de véritables cloaques où la mort rôde en permanence. Et on a cette fameuse cour des miracles. Et c'est pas juste un petit repère de voleurs de bas étage. Non, c'est un véritable anti-royaume, avec ses propres lois. Ça rassemble tous les laissés-pour-compte, les mendiants, les assassins. Et au milieu de tout ça, la cruauté est un spectacle à part entière. Oui, les pendaisons publiques sur la place de Grève, c'était le grand divertissement populaire de l'époque. C'est un décor d'une brutalité inouïe. La survie, c'est le seul instinct qui prévaut. Tout est sombre, tout est très lourd. Mais justement, au beau milieu de cette fange absolue, il y a une étincelle. Esmeralda. Exactement. Une lumière qui surgit sur le parvis de la cathédrale. Et là, on a besoin de s'arrêter sur elle, parce qu'elle est le cœur battant de toute cette tragédie. C'est une jeune danseuse bohémienne. Elle a que 16 ans. 16 ans, oui. C'est vertigineux quand on y pense. Elle possède une naïveté, une innocence presque aveugle face à la noirceur du monde qui l'entoure. Et surtout, elle est belle à couper le souffle. Quand elle danse sur la place avec sa petite chèvre Djali, c'est comme si le temps s'arrêtait d'un coup. La ville entière retient son souffle. Elle est une anomalie totale dans ce monde corrompu. Et c'est précisément cette beauté innocente, cette lumière presque irréelle, qui va enclencher une mécanique de mort inéluctable. Elle devient un aimant tragique. Voilà. En dansant au soleil, bien sûr, elle fascine les spectateurs, mais surtout, elle révèle les ombres. Elle révèle des pulsions profondément enfouies chez des hommes qui sont totalement incapables de gérer une telle lumière. L'innocence d'Esmeralda, c'est pas une armure, c'est le déclencheur même de la tragédie. Et c'est là que la dimension psychologique prend une ampleur absolument fascinante en lisant l'œuvre. Totalement. Comment un homme comme Claude Frollo bascule-t-il dans une folie aussi destructrice? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? C'est ça la vraie question. Parce qu'en tant que lectrice, je suis frappée par ça, il faut surtout pas le réduire au stéréotype du grand méchant en robe noire. Le personnage est infiniment plus complexe. Au départ, c'est un esprit brillant. C'est un homme de science, un alchimiste passionné, un théologien respecté de tous. Il s'est imposé une rigueur absolue. D'ailleurs, il n'a pas un fond foncièrement mauvais au début. On sait qu'il a recueilli et élevé son jeune frère Johann après la mort de leurs parents. Et il a même adopté Quasimodo, cet enfant difforme abandonné. Il a fait ça par pure charité chrétienne. Il a littéralement verrouillé sa vie autour du savoir, des livres et de Dieu. Et c'est cette rigidité qui rend sa chute si terrifiante. Le barrage finit par céder. Et l'horreur ne vient pas d'une force démoniaque extérieure qui viendrait lui murmurer des choses à l'oreille. Non, l'horreur, elle s'éveille de son propre esprit. C'est une corruption intime. L'instant fatal se produit quand, du haut des tours de Notre-Dame, dans sa forteresse de pierre et de silence, il l'aperçoit. Il aperçoit Esmeralda en train de danser sur le parvis. Et là, tout s'effondre. Des décennies d'austérité, des vœux de chasteté respectés à la lettre, tout ça vole en l'éclat en une fraction de seconde. Il découvre avec une terreur absolue qu'il a, il a aucun contrôle sur ce désir brûlant qui l'envahit. Pour un homme dont l'intellect a toujours tout maîtrisé, cette perte de contrôle est une révélation destructrice. Le désir se transforme très vite en une obsession carnassière. Il commence à la faire traquer dans les rues de Paris, dans l'ombre. Le monstre n'est plus dehors, il est dans sa tête. Il a complètement vrillé. Et la frustration devient le carburant de ce chaos. Ouais. Et quand il parvient enfin à l'approcher dans une ruelle sombre, Esmeralda le repousse violemment. Elle est terrifiée par lui, par son regard fiévreux. Ce rejet net
transforme instantanément cet amour tordu en une haine dévastatrice. La logique qui s'installe alors dans le cerveau de cet archidiacre, c'est celle d'un prédateur absolu et elle est glaçante. S'il ne peut pas l'avoir, personne d'autre ne la touchera. Et c'est la mort qui la prendra. On assiste vraiment à la désintégration totale d'un intellectuel. Il est prêt à manipuler la justice, à mentir sous serment, à détruire des vies innocentes juste pour apaiser le feu qui le dévore de l'intérieur. Il devient le véritable monstre humain de cette histoire. Et ce basculement nous offre un contraste saisissant avec les autres figures masculines qui gravitent autour d'Esmeralda. La dynamique est construite de manière magistrale. On se retrouve avec deux hommes radicalement opposés. D'un côté, on a le vernis, l'apparence trompeuse. De l'autre, on a la pierre brute. Le vernis, c'est Phébus de Châteaupers. C'est le capitaine de la garde. Visuellement, il a tout pour lui. Il est grand, il est séduisant, il porte un uniforme étincelant qui attire tous les regards. C'est le héros d'apparence. Mais en fait, c'est l'archétype du beau parleur. L'armure brille de mille feux, mais quand on gratte un peu, il n'y a absolument rien en dessous. C'est le genre d'homme qui se regarde dans le reflet de son épée. Il est lâche, il est creux, il est d'une vanité effarante. Le drame, c'est qu'Esmeralda tombe éperdument amoureuse de lui. C'est un amour de jeune fille naïve, totalement aveugle, basé uniquement sur l'esthétique et des mots creux. Elle le voit comme un dieu protecteur, le chevalier servant par excellence, alors que pour lui, elle n'est qu'une distraction. Bah oui, il est d'ailleurs fiancé à une femme de la haute société, Fleur de Lys. Pour Phébus, la jeune bohémienne n'est qu'une conquête d'un soir, un petit amusement de garnison. Il se soucie absolument pas de son sort. À l'autre bout du spectre, on trouve Quasimodo, le carillonneur de la cathédrale. Son apparence est terrifiante pour les standards de l'époque. Il est né avec une syphose sévère. Il est borgne, il boite. Et pour couronner le tout, le son assourdissant des immenses cloches de Notre-Dame l'a rendu sourd. Il vit totalement reclus dans les hauteurs. La société le rejette, le craint, le prend pour un démon ou un sorcier. Alors la cathédrale de Pierre est devenue sa carapace. C'est son refuge, le seul endroit où il n'est pas jugé. L'opposition avec Phébus est poignante. Le capitaine est magnifique à l'extérieur, mais pourri de l'intérieur, tandis que Quasimodo est considéré comme un monstre physique, mais abrite une âme d'une pureté absolue. Et pour comprendre la profondeur de cette âme, il faut vraiment parler de la scène du pilori. Moi, c'est un moment qui m'a tordu le ventre. Un moment charnière. Quasimodo est arrêté. Il passe devant un tribunal qui est une farce monumentale. On a un juge sourd qui interroge un accusé sourd. C'est à la fois tragique et absurde. Suite à ce procès expéditif, Quasimodo est condamné à être attaché au pilori, en plein milieu de la place publique. Il est fouetté publiquement. La souffrance physique est atroce, mais la souffrance psychologique est pire. La foule de Paris est d'une cruauté sans nom. Les gens l'entourent, le huent, se moquent de sa difformité, lui crachent dessus. C'est la méchanceté populaire à l'état pur. Épuisé, ensanglanté, il rassemble ses forces pour hurler une seule chose, il demande à boire. Et la réaction de la foule face à cette détresse, elle est glaçante. Personne ne bouge. Au contraire, les rires redoublent. Et c'est à cet instant précis que la grâce frappe. La foule s'écarte et une seule personne ose braver cette hostilité collective. C'est Esmeralda, elle monte lentement les marches de l'échafaud. Sans un mot de mépris, elle approche délicatement sa propre gourde des lèvres de l'homme que tout le monde traite de bête. C'est un geste d'empathie pure, simple, désintéressé. Pour Quasimodo, qui n'a connu que les coups et le dégoût, le choc émotionnel est monumental. C'est l'un des passages les plus puissants du récit. On voit une seule larme brillante, couler sur ce visage déformé qui n'avait jamais pleuré. Une larme en échange d'une goutte d'eau. Ce simple instant de bonté humaine suffit à engendrer une loyauté qui va dépasser l'entendement. À partir de cette seconde, l'allégeance de Quasimodo envers la jeune danseuse devient indestructible. Sa vie lui appartient ? Complètement. Cette scène scelle les destins. Elle nous montre à quel point toutes ces vies sont interconnectées et nous amène directement au cœur philosophique de l'œuvre, la fatalité. Dès les premières explorations de la cathédrale, on est confronté à ce mot mystérieux, gravé profondément dans la pierre sombre d'une tour par une main anonyme. Le mot grec « ananké », la fatalité. C'est l'ombre écrasante qui plane sur tout le récit. Le message est clair, personne ne peut échapper à son destin. Cette force aveugle et implacable broie les individus un par un, qu'ils soient purs comme Esmeralda, brillants comme Frollo ou dévoués comme Quasimodo. Ce concept d'ananké, on le sent peser sur chaque page. Tous les personnages avancent inexorablement vers le bord du précipice. Et la cathédrale elle-même est le témoin silencieux de ce broyage humain.
Mais au-delà des destins individuels, il y a une autre réflexion fulgurante qui traverse l'histoire. Un message presque prophétique formulé par Frollo. C'est cette fameuse phrase « Ceci tuera cela ». Quand on s'y penche, c'est une analyse vertigineuse de l'évolution de la société. C'est le point de bascule de la civilisation. Quand Frollo dit « Ceci tuera cela », il tient un livre imprimé dans une main, le « ceci », et il regarde la cathédrale, le « cela ». Avant l'invention de l'imprimerie par Gutenberg, l'humanité conservait sa mémoire dans la pierre. Les vitraux, les statues, la disposition des nefs, la cathédrale était littéralement le grand livre de l'humanité. Le peuple qui ne savait pas lire pouvait regarder les façades et comprendre les récits bibliques, les règles morales, l'histoire du monde. L'architecture était le moyen de communication de masse. Et le livre de papier vient tout balayer. La pensée imprimée est beaucoup plus volatile. Elle coûte infiniment moins cher à produire. Elle se diffuse rapidement, vole de main en main. Et paradoxalement, elle est indestructible précisément parce qu'elle se multiplie à l'infini. Frollo comprend que cette nouvelle technologie va tuer l'édifice de pierre, qui est lourd, statique, ancré au sol. C'est fou de voir comment cette idée résonne aujourd'hui. C'est le même vertige qu'on a pu ressentir quand Internet est venu bouleverser la presse écrite. Une révolution du support de la pensée qui change la face du monde. Fiction. On parle d'un auteur qui écrit que le papier va détruire la pierre. Mais au XIXe siècle, la véritable cathédrale de Notre-Dame était dans un état de délabrement catastrophique. Elle menaçait littéralement de s'effondrer. Vandalisée pendant la Révolution, mutilée par des architectes incompétents, la pierre s'effritait dans l'indifférence générale. Et c'est là que la magie opère. En écrivant ce chef-d'œuvre de papier, en figeant l'âme de cette cathédrale dans les esprits, l'auteur a déclenché une passion monumentale et populaire. Le succès fulgurant de l'histoire a réveillé les consciences. Le public a exigé que le monument soit restauré. Le papier a littéralement sauvé la pierre de la destruction. L'œuvre de fiction a imposé sa volonté au monde réel pour protéger son patrimoine. C'est le triomphe absolu de l'art. Un triomphe magnifique, pour l'histoire de l'art, assurément. Mais pour les personnages prisonniers de la fatalité de 1482, le triomphe n'existe pas. Non. Le répit est de courte durée et le rythme de l'histoire s'accélère soudainement, violemment, vers l'apocalypse. On sent la tension monter d'un cran. Frollo est poussé dans ses derniers retranchements par une jalousie maladive. Il apprend que Phébus a donné rendez-vous à Esmeralda dans un cabaret borgne pour la nuit. L'archidiacre le suit, se cache dans une pièce adjacente et observe la scène depuis l'ombre. Voir la jeune fille qu'il idolâtre s'abandonner dans les bras d'un capitaine superficiel le rend complètement fou. Dans un accès de rage, il surgit, poignarde Phoebus dans le dos et s'enfuit par la fenêtre pour disparaître dans la nuit. Le piège de l'Ananké se referme d'un coup. Esmeralda est retrouvée seule, couverte de sang, avec le corps du capitaine. Et Frollo orchestre l'ombre. Il laisse peser sur elle des accusations monstrueuses de meurtre et de sorcellerie. On voit la machine judiciaire médiévale se mettre en marche et c'est une broyeuse expéditive. Esmeralda est soumise à la question. Brisée par la torture, anéantie parce qu'elle croit que l'homme qu'elle aime aveuglément est mort, elle avoue tout ce que les juges veulent entendre. La sentence tombe, irrévocable, condamnée à être pendue sur la place de Grève. On l'amène sur le parvis en chemise blanche, la corde se balance déjà. L'air est lourd, la foule atteint l'exécution. C'est le désespoir le plus total. Mais la fatalité a encore des cartes à jouer. L'irruption de Quasimodo à cet instant précis est une scène d'anthologie. Alors que l'exécution semble imminente, il se balance depuis la façade de la cathédrale à l'aide d'une immense corde. Il fend les airs, fond sur la place à une vitesse vertigineuse et arrache littéralement Esmeralda des mains des bourreaux sidérés. D'un seul bond surhumain, il la hisse à l'intérieur de l'église. Et là, de toute la force de ses poumons, habitué à rivaliser avec les cloches, sa voix brisée hurle un seul mot. Asile. Un cri qui résonne sur toute la place. La loi de l'époque est inflexible. Quiconque pose le pied dans l'enceinte sacrée est intouchable. La justice des hommes s'arrête net sur le parvis. Quand on vit cette scène, en écoutant le récit, on pousse un soupir de soulagement monumental. On se dit « c'est bon, elle est sauvée ». Mais l'apaisement est cruellement illusoire. La nuit tombe sur Paris, une nuit d'encre. Et c'est là que se déploie l'un des moments les plus épiques et les plus tragiquement mal compris de tout le récit. Les truands de Paris, la fameuse armée de la Cour des miracles, se rassemblent en masse. Ils sont des milliers. Ils décident de marcher sur la cathédrale. Ils arrivent en hurlant, armés de piques, de fausses, de haches, de torches enflammées. Mais leur but n'est pas de piller l'église. Leur but véritable, c'est de sauver Esmeralda.
Ils viennent arracher leur sœur d'infortune à une justice qu'ils savent corrompue et aveugle. C'est le summum de la tragédie par l'incommunication. Il faut se placer du point de vue de Quasimodo. Depuis les hauteurs vertigineuses de sa tour, il voit cette marée humaine, hideuse, enragée, frapper contre les portes massives de l'édifice avec des béliers improvisés. Mais il est sourd. Il n'entend pas leurs revendications. Il n'entend pas qu'ils crient le nom d'Esmeralda pour la libérer. Dans son esprit isolé et terrifié, l'équation est effroyablement simple. Cette foule violente vient pour elle. Ils viennent pour la tuer. Il est persuadé au plus profond de son âme qu'il est le seul rempart entre elle et la mort. Alors, il prend la décision de défendre la forteresse de pierre. Totalement seul. Un seul homme, armé de son désespoir et de sa force herculéenne, contre l'armée entière des bas-fonds. Ce qui s'ensuit est une violence inouïe. La scène prend des allures de fin du monde. Pour repousser les assaillants, Quasimodo allume un gigantesque brasier sur une des plateformes supérieures. Il trouve de vieux rouleaux de plomb qu'il fait fondre dans les flammes. Et là, il déverse un déluge cauchemardesque de métal en fusion depuis le sommet. Le liquide brûlant s'engouffre dans les canalisations de pierre et s'écoule par les gueules béantes des gargouilles. Une pluie de plomb fondu et de feu s'abat directement sur le parvis noir de monde. Les truands hurlent de douleur, les chairs brûlent, les flammes lèchent les façades. La cathédrale semble prendre vie et cracher littéralement la mort. Le visuel est dantesque. Dans la nuit noire, on voit ces deux immenses jets de plomb liquide éclairer les tours géantes d'une lueur couleur de sang. Quasimodo est déchaîné, mais la cruauté absolue de la fatalité est là, à l'œuvre. Le malentendu se paie dans un bain de sang atroce. L'effort héroïque et désespéré de Quasimodo se retourne contre la cause même qu'il veut défendre avec tant de ferveur. Sans le savoir, il est en train de massacrer les seuls véritables alliés de la femme qu'il protège aveuglément. Au milieu de ce vacarme épique, l'attention se détourne soudainement du massacre collectif. La focale se resserre brutalement sur l'horreur intime. Dans la confusion absolue de cette attaque, une ombre familière et furtive s'est glissée à l'intérieur de la cathédrale. Claude Frollo. Profitant de la bataille qui fait rage à l'extérieur, il parvient à s'isoler avec Esmeralda, loin des regards, loin du bruit. Le contraste entre la fureur incandescente de la bataille et la froideur mortelle de cet instant isolé est insoutenable. Frollo, par la ruse et la contrainte, a entraîné la jeune fille à l'extérieur de l'édifice, la faisant sortir de la zone d'asile sacré. Il la tient désormais sous son contrôle total, dans l'ombre glacée de la nuit. Et c'est là que tombe l'ultimatum terrifiant. Le masque tombe définitivement. Il n'y a plus aucun phare, plus aucune échappatoire possible. Il lui ordonne de faire un choix définitif. Soit elle accepte enfin de lui céder, de se donner à lui, soit elle finit immédiatement au bout de la corde de la potence qui l'attend à quelques mètres de là. Accepter son amour corrompu ou subir l'exécution immédiate, c'est l'essence même de l'obsession toxique poussée à son paroxysme, la possessivité la plus absolue face à l'abîme de la mort. Le récit nous laisse littéralement sans souffle à cet instant précis. Le temps semble se figer. D'un côté, on a ce face-à-face glaçant dans les ténèbres des rues, Et tout en haut, perché sur le sommet des tours vertigineuses, le corps brisé par l'effort surhumain de la défense, il y a Quasimodo. le silence retombe doucement. Il cherche frénétiquement Esmeralda dans les couloirs ravagés de la cathédrale. Dominant la ville entière, son regard finit par percer l'obscurité. Et il réalise soudainement l'indicible. Il comprend la trahison absolue. L'homme qu'il a recueilli, qu'il a élevé. Son maître vénéré, le seul repère, le seul père qu'il ait jamais connu dans son existence misérable. Cet homme est précisément celui qui est en train de détruire son unique raison de vivre. Le vertige qui saisit l'histoire à ce moment est écrasant. L'illusion entière du monde de Quasimodo vole en éclats en une fraction de seconde. En contrebas, dans les ombres encore illuminées par les braises mourantes du parvis, la place de Grève attend en silence. L'échafaud de bois se dresse, lugubre, réclamant impatiemment sa victime. La machination de la fatalité est parfaite. Elle est monstrueuse et totalement implacable. Tous les fils tragiques ont été tissés. Aucun retour en arrière n'est envisageable pour personne. La toile de l'araignée est refermée sur eux. Et ça crée un vide insoutenable dans l'estomac. La tension dramatique est poussée à un tel point de rupture qu'on a physiquement besoin de connaître l'issue. Mais l'horreur véritable de cette nuit de cendres et de trahisons intimes, la résolution de ce choc de volonté fracassé par le destin aveugle, tout cela ne se dévoile qu'en s'immergeant directement dans cette histoire. La fatalité a ses propres exigences et elle ne fait pas de cadeaux. Que choisira la lumière de l'innocence face à la noirceur du monstre? Comment la force brute de la pierre vengera-t-elle l'empathie pure?
Il y a des abîmes de l'âme humaine qu'il faut oser sonder par soi-même pour en ressentir toute la profondeur écrasante. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.